ce lundi de Pâques, nous allons vous proposer de découvrir les séquences préférées des téléspectateurs. Qu'ont-ils le plus aimé ces derniers mois? Qu'est-ce qui les a le plus touchés, le plus émus, le plus amusés? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans une émission spéciale avec nos invités que je vais tout de suite rejoindre. Bonjour Gérard. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous regardez souvent C'est mon choix. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé? C'est l'émission avec Thomas Mej il y a quelques mois. Oh, vous aimez le rugby, vous? Un petit peu. Ou alors surtout vous n'êtes pas sport. pudique? Surtout pas pudique. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a plu? En fait, c'était quand il expliquait, quand il est rentré dans un amphithéâtre, nu comme un verre, en allant vers une fille. Pour la draguer? Pour la draguer. Imaginez un amphithéâtre, tout le monde est allé à la fac, 300 personnes. Vous l'avez déjà fait? Non. Non. Pas dans cette situation. Nu comme un verre, c'est arrivé. Alors, ne nous en dites pas plus. On va écouter Thomas Mej qui nous raconte justement cette anecdote assez croustillante de sa carrière universitaire. Vous allez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Thomas qui a 21 ans, qui est rugbyman dans l'équipe espoir du Stade français. Merci Thomas d'être avec nous. C'est donc à ce titre d'ailleurs que vous posez votre main sur le genou de notre invité et dans le calendrier dont j'ai parlé et dont on peut donc découvrir votre anatomie mes fesses au complet. Ouais. Enfin, dans l'autre sens. On va voir voilà, le calendrier. Les filles, on se calme, hein? Donc, il y a une main qui cache juste ce qu'il faut. Dites-moi, Thomas, en quelles circonstances vous avez été totalement impudique? Je crois que vous n'avez pas de problème avec la nudité, vous. Non, aucun problème. Parce que, en fait, j'ai grandi dans une famille qui était carrément, on va dire, cool. Vous avez vu vos parents nus? Ouais, voilà. C'est-à-dire que, bon, ma mère un peu moins, mais mon père était complètement tranquille, libéré. C'est-à-dire qu'il se mettait à poil dans le canapé et ça nous faisait plutôt rigoler. Moi, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu dans quelle situation cocasse vous vous êtes mis à poil en fait devant les autres. Deux, trois petites anecdotes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avec mes amis qui sont justement là, par exemple. Oui, qu'on avait repéré dans le public, voilà. qui sont là. Par exemple, je suis parti donc l'année dernière à un club célèbre de vacances. Voilà. On est parti et par exemple pour rigoler, on a traversé le club donc totalement nus comme des vers. Pour aller à la boîte de nuit, danser tout naturellement. Quoi. Voilà. Vous avez dansé nu? On a dansé nu, on était boîte. une dizaine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plutôt marrant et il s'est passé qu'on a dansé sur 2-3 chansons et après on s'est fait courser par les vigiles. Quoi. Évidemment. Il paraît qu'à la fac aussi, vous avez fait quelque chose de très cocasse pour votre petite amie. Ouais, c'était pas ma petite amie, c'était une fille qui me plaisait. Oui, enfin votre future peut-être petite amie. Et donc j'ai perdu un pari. En fait, toujours avec mes collègues, parce que c'est toujours pour rigoler, c'est pas bon. Et donc j'ai perdu le pari et je devais donc monter un amphithéâtre de 200 ou 300 personnes. Et je vais d'abord la chercher parce que je trouve l'amphithéâtre. Donc déjà, tu sais pas du tout où elle se trouve, quoi. Donc tout nu, comme un verre. Et donc la chercher, et c'est super long de chercher quelqu'un dans un amphithéâtre de 200 personnes quand t'es nu. Hein. Et là tu montes, tu la trouves, et donc en plus elle était tout en haut, et tu fais la bise et tu repars toujours nu parce que t'avais pas de... Voilà. C'est franchement... Pour un pari idiot. C'est un pari idiot. Je suis désolé, quel est l'intérêt de faire ça? Jean-François, pour les femmes, dit que nous sommes des malades. Attendez, pas tous en même temps. Est-ce qu'à 40 ans, tu continueras de faire ça? Franchement, Honnêtement, t'es jeune. Honnêtement, l'amphithéâtre, je le ferai pas parce que c'est des trucs jeunes. Mais si, au cours d'un mariage, entre amis, tout le monde rigole et qu'on me dit ouais Thomas, je sais pas quoi. En étant à jeun? Pas spécialement. À jeun ou c'est pareil. Franchement, c'est pas le problème. Je le fais plus facilement avec un verre ou deux, mais c'est pas le problème. Alors, moi, je voudrais savoir, d'abord, dans cet amphithéâtre, est-ce que vous avez été gêné à un quelconque moment? Non, honnêtement, non. Jamais. Un petit peu gêné en rentrant parce que ça fait bizarre. Mais quand tu te lances, tu le fais, tu cries un bon coup et puis c'est parti. Est-ce qu'elle a été gênée? Elle a été gênée, ouais. Mais elle était contente parce que c'était un petit peu la star. Après, oui, machin, il a fait ça pour toi, incroyable, tu vois. Bon, donc, est-ce que ça a marché? Non. Elle n'est pas devenue votre petite amie à l'issue de ce morceau de bravoure? J'ai raté mon coup. Isadora, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Vous, il y a un personnage qui vous a particulièrement intrigué. Quel est ce personnage? Le personnage qui m'a intrigué, c'est Philippe, parce qu'il a du génie,
Il est super. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Philippe? Il vit dans une maison. Il vit dans une maison bizarre. insolite, un peu hantée. Il y a plein de fantômes. Dans le Nord. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait vivre sa passion à tout le monde. Et il fait des farces surtout, notamment aux vieilles dames qui viennent chez lui. Tout à fait. Il leur fait un peu peur parce que c'est un peu la maison hantée. Lui, ça l'amuse beaucoup. Je ne sais pas si la vieille dame a apprécié, mais on regarde oui, la tout séquence. À fait. Allez, c'est parti. Voici Philippe et sa maison hantée. Laurence, 35 ans, mariée, 2 enfants. Elle habite la maison hantée. Les enfants sont là d'ailleurs. Où sont les enfants? Oh, c'est le mari. Ça va les enfants? Attendez, laissez-moi une petite place. Hop, hop. Oui, ça va? La maison, elle se trouve à Meurchin, dans le Pas-de-Calais. Oui. Hein, avant qu'on ne visite votre maison, puisque vous l'avez filmée, c'est vous qui avez eu l'idée de faire de votre maison une maison hantée? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous appelez Philippe, hein? C'est ça. Donc je m'appelle Philippe et j'ai 39 ans. Et comme je suis bon bricoleur, j'ai toujours voulu avoir une maison unique et insolite. Et aussi pour faire rêver les gens, faire passer des moments soit féeriques, soit leur faire peur, alors peu ou beaucoup, selon le degré, selon la sauce que je mets. Et... Ah, parce que vous mettez la sauce? Ah oui, oui, oui. Elle craint de l'horreur dans la maison. Alors la maison... On va la visiter. Regardons tout de suite les images. Vous allez les commenter avec Sonia. Oui. Regardez, regardez Sonia, Oui, regardez. alors là c'est un dragon articulé. Oh là là, vous avez fait vous-même? Oui, il crache du feu, c'est pas possible. de la fumée par les narines, il hurle comme un dinosaure. Regardez Sonia, il y a la fumée. Alors C'est il est génial. dans une grotte. Incroyable. Ah, ici c'est les rideaux qui bougent avec le vent et la foudre, un fantôme. Oh, un un squelette dans le placard, Oui. qui On a- s'avance. Ah oui, la visite d'un squelette. Voilà. C'est dingue ça. Alors ici c'est des fantômes qui sont dissimulés dans la cheminée. À Oh tout là là. moment on les fait apparaître. Non. Le jour, la nuit. Et les gens ont très peur parce qu'on leur dit rien. Alors, extraordinaire. on les invite et puis on dit rien et on fait tous des gadgets et des effets spéciaux. Et ça, c'est à toute heure du jour et de la nuit, vous faites ça? Ah oui, oui, de toute façon, si c'est dans le jour, c'est moi qui ferme les volets carrément. Et je leur dis, bah, vous êtes entrés dans une maison très spéciale. Sonia, regardez. Voilà. Là, on est éclairé par un squelette qui vient nous rendre visite dans le salon. Alors, le crâne, il s'ouvre. Les yeux s'allument. Il y a de la fumée qui passe par le crâne aussi. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est toujours le dragon, mais la nuit. Oh là là. Alors, c'est de joli. plus en plus étrange. Vous avez combien de télécommandes pour actionner tout ça? Alors, moi, je travaille avec 20 télécommandes. 20 télécommandes? Ouais. Ah, dis Et donc. alors, j'ai plus de 100 effets spéciaux. Sans effets spéciaux? Oui, que je fabrique moi-même. Comment réagissent les gens quand ils viennent dans votre maison? Ah bah, déjà, au départ, je leur dis rien. Je dis... Ah bah, tu m'étonnes, Léon, je suis content. Bah oui, parce qu'il faut que ce soit de plus en plus spectaculaire pour eux. Et donc, petit à petit, je leur fais découvrir des choses pas trop étranges au départ. Et après, ils découvrent tout doucement que le noir arrive, petit à petit. Il y a des décors qui descendent du plafond, avec une musique qui arrive aussi. Et alors là, j'appuie sur mes télécommandes en cachette. Donc, comme ils sont attirés sur Vous un êtes un spectacle... farceur, en Ah fait. oui, oui, hein. oui. Il y a même des fois, en plein dîner, j'ai des cigares confectionnés avec un détonateur à l'intérieur. Non. Si, si. Et alors... Mais où vont-ils chercher tout ça? En plein repas, je leur dis rien. Alors ils voient que j'allume mon cigare. Bon, ils croient que j'aime bien fumer un cigare. Et d'un seul coup, 2 minutes après, ça explose et le lustre tombe en même temps. Non. Si. Mais attendez, vous avez jamais des vieilles personnes qui sont Ah, ça arrive. Hein. très secouées? Si, si. Dernièrement, on a une personne qui est venue justement pour dîner avec nous. Quel âge? Et 82 ans. Hein. Mon Mais Dieu. enfin, c'est mortel! C'est Mais c'est dégoûtant. mortel! Non, non, tout va bien. Je rattrape toujours le coup. Hein. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à notre mamie de 82 ans? Bon, bah, au départ, elle était bien assise dans son Ah fauteuil. bah tiens. Et puis, d'un seul part coup, toujours, en voyant je pense. les effets spéciaux arriver, la musique de plus en plus étrange, elle a commencé à dire « Mon Dieu, que ça fait peur, ça !» Et alors, là, elle est bougée de son fauteuil et puis elle est reculée de 3 mètres. Et elle est restée derrière les gens. Et ça a été quand même, elle a Ouais, pas... ouais. Non, ça a été quand même, elle elle s'est a pas pas fait de enfuie. cauchemar non. la nuit et Ouais. tout. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il arrive un moment, ça peut être très étrange. oui. Vous c'est le fou, ça. sentez, ça, quand il faut arrêter de... Bah, c'est difficile, hein, parce que moi, je m'amuse avec mes télécommandes. Oui. Aline, à vous. Vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes responsable d'une association humanitaire. Vous, quelle est l'émission qui vous a le plus amusé?
C'est les villages qui portent des drôles de noms. Oh là, oui, des noms bizarres. Voilà. Il y avait Bien une dame, français, bien de chez nous. oui, il y avait une dame qui habitait dans un petit village qui s'appelle Poil. Oui. Et ça m'amusait parce que moi, j'ai une petite maison qui est à côté de Poil. Et quand on reçoit des amis, on dit on va pique-niquer à Poil, on va faire des randonnées à Poil. Donc vous connaissez bien le souci et vous n'avez pas déménagé. Non, non. Non. Eh bien, vous allez découvrir dans cette émission aussi qui a amusé beaucoup d'autres téléspectateurs que certains de nos villages français portent des noms assez carabinés. Regardez. Daniel, bonjour, vous avez 50 ans. Bonjour. Vous habitez Poil. Poil. Poil dans la Nièvre et il y a 189 poils. Oui. C'est dur à porter, Poil? Pas du tout. Non? Pas du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on vous dit souvent? On est bien à poil, on dort à poil, on mange à poil, on fait tout à poil. On est à poil. On est à poil, On est à on poil. se marie à poil. Je me suis mariée à poil. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un monsieur qui disait je me suis mariée à poil, les deux mains dans les poches. Oui, sympa. José, vous avez 53 ans, vous avez 2 enfants. Alors vous êtes en plus extraordinaire parce que non seulement vous êtes maire adjoint de votre village, mais en plus vous êtes facteur. Alors vous êtes vraiment aux premières loges et vous habitez à Montcuq. Montcuq, qui se trouve dans le Lot, petit village de 1400 habitants. Montcuq est un village touristique Oui. de 1400 habitants qui est sur le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle, Oh, en où plus. c'est une halte pour les pèlerins. Oui. Et tout le Où bonheur. tu vas en pèlerinage à Montcuq, super. Montcuq est un village médiéval où toutes les maisons sont C'est un en très beau colombage. village, d'ailleurs. Et Montcuq est très étroit. Et quand les touristes rentrent de Montcuq et qu'on découvre la pierre de Montcuq, quand on découvre toutes ces ruelles, l'arrêt de Montcuq, c'est là où on prend la photo. Jacques, bonjour, vous avez 56 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes maître de conférence. Où habitez-vous? J'habite à Chilleur-au-Bois. Chieur-au-Bois. Et en fait, ça s'écrit Chilleur. Chilleur-au-Bois. Quand on va vite, ça fait Chieur-au-Bois, quoi. Chilleur-au-Bois, oui. Chieur-au-Bois. Ouais. Alors vous êtes extraordinaire. Votre femme également. Où êtes-vous né, Jacques? Moi, je suis né à Celles, À Celles. Et votre... sur Cher. Et c'est pas fini. Ça, c'est pour vous. Vous êtes né à Celles, vous habitez Chieur-au-Bois. Et votre femme? Ma femme est née à Crotte. À Crotte. Alors là, Jean-Louis, c'est un peu la totale. La chose qui me revient souvent à l'esprit, c'est qu'à chaque fois que je parle effectivement, il y a Crotte, Chilleur et Celles, c'est que moi, mon rêve, c'est de passer ma retraite à Montcuq. À Montcuq? Ah! Alors, Evelyne, Oui, le dieu de la télévision a peut-être exaucé votre rêve tout à l'heure. je connais à Montcuq, sur le sentier de grande randonnée 5, Montcuq, ouais. dans les Alpes, qui est pas très Oh, loin elle est du bonne, Mont-Cenis. Et pour aller à Montcuq, ça vous plairait, monsieur. Pour aller à Montcuq, on passe par 3 petits bleds, 3 petits hameaux, qui s'appellent la Fesse d'en bas, la Fesse du milieu et la Fesse Il y a d'en haut. décidément beaucoup en bas, beaucoup en haut. Daniel, bonjour. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, mais vous habitez... Le sexe. Le sexe. Et ça n'est pas fini, car j'ai découvert qu'il y avait combien d'habitants au sexe? On a compté, avant de venir à l'émission, on était 68 au début 2002. Il y a eu une naissance, il y en a un de plus. Voilà, 69 habitants au sexe. Ça ne s'invente pas. Mais enfin, il faut savoir que le sexe est un très charmant village, il est tout en longueur. Le sexe tout en longueur. Hein. Et il y a beaucoup de champignons et on attire beaucoup de personnes. Est-ce qu'à côté du sexe, il y a des villages assez particuliers? Juste à côté, mais après je vais prendre la parole de... Il y a Chatte. Non, il n'y a pas Chatte. Il y a Montcuq. Non! Oui! C'est pas vrai. Mais entre Montcuq et le sexe, il y a Serre et l'Épine. Vanessa, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chauffeur dans les travaux publics. Oui. Comment? Oui. Oui, c'est ça. Je sais pas trop.
trompée. Quelle est la séquence qui vous a le plus ému? Alors moi, c'est les coups de cœur de C'est mon choix. J'ai beaucoup aimé la petite Chloé qui a chanté l'âme, parce que je l'ai trouvée pétant la forme. Elle était mignonne, hein? Une sourire pas possible, la petite casquette. Elle était pitchounette, elle avait 9 ans. Oui, c'est cela, ouais. Et j'ai trouvé la surprise vraiment grandiose, c'est l'âme, en fait. Quand elle est venue à l'émission C'est mon choix, pour elle, et elle a pris du temps, et j'ai trouvé ça génial. Parce que Chloé, ce jour-là, disait moi, il me reste une chose à accomplir dans ma vie, ce qui est assez amusant pour une petite fille de 9 ans, c'est rencontrer l'âme. Et paf, l'âme débarque sur le plateau de C'est mon choix. Et on la remercie encore d'avoir fait ce geste pour la petite Chloé. Regardez. Chloé, viens. Je vous présente Chloé. Elle a 9 ans. Elle est grande, ma table, pour toi. Hein. Elle a 9 ans et demi. Et comme on le voit, tu es une des plus jeunes invitées que nous avons reçues sur le plateau de C'est mon choix. Et en fait, tu avais séduit les téléspectateurs de C'est mon choix parce qu'en fait, tu es petit sosie junior d'une chanteuse qu'on adore à C'est mon choix, qui est l'âme. Ouais. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, tu veux encore chanter pour nous? Oui, ouais. Tu nous interprètes quoi? Les enfants de l'an 2000. Pardon? Les enfants de l'an 2000. Alors c'est parti, on t'écoute. Chloé, 9 ans et demi, sosie junior de l'âme. Ça va? Ouais. Tu es toujours aussi fan de l'âme? Oui. Ouais. Pourquoi tu l'aimes, l'âme? Bon, parce qu'elle est simple. Elle est simple comme toi. Hein? Dis-moi, Chloé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Star. Tu veux faire star? Tu veux faire l'âme, en fait? Tu veux faire comme elle? Ouais. C'est quoi être une star? Bien chanter. Bien chanter, elle chante bien, l'âme. Hein? Ouais. Tu aimes bien les casquettes comme elle? Ouais. Ouais. Tu en portes toujours? À l'école, tu en portes aussi? Ouais, quelquefois. Quelquefois? Qu'est-ce qu'elles te disent, tes copines? Ben, elles trouvent ça beau. Elles trouvent ça chouette? Elles aiment bien l'âme aussi? Ouais. Bon. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es venue sur le plateau de C'est mon choix, tu es revenue, mais cette fois pour recevoir notre trophée. C'est le trophée coup de cœur de C'est mon choix, parce que tu es notre coup de cœur à nous, parce que tu es trop pitchounette. Regarde. Ça, c'est le cœur, le gros cœur de C'est mon choix. C'est pour toi. Regarde comme il est mignon. Merci. Tu pourras lui faire des gros câlins en pensant à nous. Ouais. Hein? Je penserai très fort à vous. C'est vrai? Ouais. Ben, nous, on pense très très fort à toi. Je crois qu'aujourd'hui, tu es venu aussi parce que tu as quelque chose à nous dire. Ouais. Tu veux bien nous le dire? Tiens, je te l'emprunte 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà. Alors, je voudrais dire, j'aimerais remercier à C'est mon choix. Grâce à l'émission, j'ai pu réaliser mon rêve. L'autre serait de rencontrer l'âme. J'espérais pouvoir la rencontrer sur le plateau. Depuis l'émission, on me reconnaît souvent et on m'appelle même la petite lame de C'est mon choix.
Bonjour là. Comment ça va, Chloé? Ça va bien, je suis trop contente. C'est chouette, hein? Je peux dire un mot? Oh, oui. Bah, je suis trop contente. Je remercie tout le monde parce que je l'adore. Oh, mais c'est elle que tu dois remercier parce que c'est elle. L'âme. Merci beaucoup. Décidément, à chaque fois que vous venez sur le plateau de C'est mon choix, vous faites pleurer les gens. Aujourd'hui, vous faites même pleurer moi. Non, mais j'ai failli pleurer derrière. Parce que c'est vrai que j'avais déjà vu, je t'avais déjà vu à la télé. Je voulais avoir ton numéro de téléphone pour que tu puisses venir voir le spectacle. Et j'ai pas retenu le nom. Je m'excuse. C'est Chloé. Et donc, j'avais pas retenu ton prénom. Et je voulais vous appeler, tout ça. Bon, c'est compliqué et tout. Mais écoute, je t'invite. Oh, et comme ça, tu pourras me revenir voir le spectacle. Merci. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Surtout, tout ce qui vient des enfants, moi, ça me touche. Et je vous dis la vérité, je retenais mes larmes derrière parce que je te voyais en train de chanter et tout. En plus, comme une star, hein, tu viens, tu montes les escaliers et tout. Ouais. Hein? Merci beaucoup. Merci. Jessica, vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous êtes mère au foyer et vous avez un enfant. Alors vous, il y a un invité qui vous a particulièrement intrigué. Quel est cet invité? C'est Gilbert qui a vu des saucisses volantes apparaître de dessous sur lui. Et il le croit dur comme fer. Oui. Gilbert qui exerçait une profession tout à fait bien et qui a vu des saucisses. Vous l'avez cru? Oui, je peux le croire, oui. Oui? Vous avez déjà vu des saucisses volantes? Vu des saucisses volantes, non, mais entendu des choses... Oui, sur le plateau de C'est mon choix, on entend souvent des choses très curieuses. Je vous propose de regarder et de revoir Gilbert et ses fameuses saucisses volantes. Vous allez voir, c'est à mourir de rire. Bonjour Gilbert, vous avez 60 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes graveur d'art. Oui. Vous ne croyez pas, avant qu'il vous arrive cette chose étrange, au surnaturel? Mais j'y crois toujours pas. Vous n'y croyez toujours pas? Non. Ah, alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, il m'est arrivé des tas de problèmes. Et je vous en citais un, c'était le soir chez moi, quand je rentrais, que je me couchais. Une fois que j'étais couché, j'entendais, je n'ai jamais entendu la porte s'ouvrir, mais j'entendais des pas. J'avais un petit studio à l'époque dans le centre de Marseille. J'entendais les pas qui traversaient tout le vestibule, qui partaient dans la cuisine, toujours le même parcours, qui revenaient. Et puis une fois que les pas revenaient, on venait me souffler sur le visage, mais souffler vraiment très près et très glacial, très... Alors c'était inquiétant. Bon, le premier jour que ça m'est arrivé, j'étais seul. J'ai dit, Gilbert, tu as bu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le camp? Ou les voisins, courant d'air? Non, je me suis quand même interrogé. À l'époque, j'avais un petit clic-clac, vous savez, qu'on ouvre quand on est dans les petits appartements. J'avais un clic-clac que j'avais ouvert et fatalité, il y avait un petit passage qui était un peu retréci entre la cuisine et la chambre. Et en rigolant, j'ai dit à ma femme, ce soir, j'ai tiré le lit un peu plus près, il n'y aura pas le passage, il va s'embrancher dans le chauffage. Et alors? Ma femme, elle le subissait comme moi, donc on a attendu. Et puis c'est arrivé, bon, le chauffage. C'était qui? Ah, mais je sais pas. Le fantôme, c'est... Ah, mais moi, je peux pas vous dire. Moi, je suis là, je ne crois en rien, mais je suis là pour essayer de trouver... Vous êtes un farceur avec votre fantôme. Non, je suis venu pour que quelqu'un m'apporte la solution et l'explication à ce problème. Alors, on va en reparler, mais je voudrais que vous nous parliez des autres expériences qui vous sont arrivées et qui sont assez amusantes. Enfin, je ne sais pas si vous les avez pris comme telles. En tout cas, a priori, elles le sont. Amusant, oui. Enfin, j'évite de raconter ça à des amis parce qu'ils vous prennent pour un zinzin. Un autre soir, alors là, toujours pareil, heureusement que j'ai été témoin parce que je commencerais à douter de moi-même. J'étais couché, donc j'étais dans la partie gauche du lit, ma femme était à droite. On était couchés, on avait la télévision en face, on regardait la télévision. Et d'un coup, sous le lit, il est parti des objets non identifiés qui ne sont pas sortis de sous le lit et qui sont partis dans le rideau. Quels objets? Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai pensé de suite, mais pour vous faire voir, j'ai reconstitué exactement l'objet que j'ai vu et j'ai essayé d'y donner la couleur. Voilà. Alors voilà ce que j'ai vu sortir en 2 reprises sous le lit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carotte? C'est une saucisse. Saucisse? C'est une saucisse. Appelez ça comme vous voulez. C'est parti de dessous le lit, dans un fuseau lumineux et en faisant du bruit. Une après l'autre, comme ça.
Sincèrement, c'est assez amusant. Alors, appelez-le comme vous voulez, pour moi, c'est non identifié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça avait la couleur du centre de quand on fait un feu de cheminée, la braise. C'était très fluorescent, très vif, vous savez, un rouge orangé, mais très lumineux, et avec un bruit. Bon. Un bruit de saucisse volante. Non, j'avais pas la choucroute sur le lit. Vous n'aviez pas mangé de choucroute la veille J'avais pas mangé de choucroute, il n'y avait pas l'assiette sous le lit, non. Bon. Quel bruit ça faisait, la saucisse qui vole? Pas plus. Alors, et attendez, alors dans ce cas-là, combien vous en avez vu voler? 2. 2 saucisses. 2, mais identifiées. Non, je ne dis pas des saucisses, moi, je dis des objets non identifiés. Gérard, vous avez l'air très sceptique sur la saucisse fluo qui vole. Oui, parce que moi ça m'étonne. Hein, Mon propre frère vient me raconter ce que je vous raconte là, je lui ris au nez, je ne le crois pas. C'est la première fois au monde que j'entends parler, donc c'est un phénomène unique en soi, donc il n'a pas été expérimenté. Je ne suis pas le seul sur 60 millions de Français à avoir suivi ça. Si, vous êtes le seul à avoir vu des saucisses. On peut lancer un appel aux Français, aux téléspectateurs de C'est mon choix. Si vous avez vu des saucisses fluo volantes, appelez-nous et on vous mettra en contact avec Gilbert. Je ne pense pas être le seul. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gérard. C'est un phénomène qui existe peut-être parce qu'il m'est arrivé de m'arrêter. Non, mais de m'arrêter dans un relais routier du côté de La Rochelle. Je crois qu'il s'appelait la saucisse volante. Comme quoi. Maxime, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes facteur. Alors vous, il y a une émission qui vous a particulièrement ému. Oui, tout à fait. C'était une émission où en fait les fans pouvaient rencontrer en fait leur star préférée. Leur star préférée. En surprise. Et moi, il y en avait une qui m'avait particulièrement touchée, c'était Julie qui était fan d'Astrid Veillon. Vous êtes fan d'Astrid Veillon? Elle est très jolie, cette dame. Elle est belle, elle est intelligente. Et maintenant, elle écrit des pièces en plus à succès. Mais c'est vrai que Julie était quelque peu dépressive et l'histoire qu'elle a eue envers Astrid Veillon, qu'elle avait rencontrée, était vraiment très jolie, très émouvante. Astrid Veillon qui nous avait avoué d'ailleurs qu'elle-même était très émue par les lettres qu'elle recevait, qu'elle répondait à chaque lettre que ses fans lui envoyaient, ce qui n'est pas rien, courageux et en tout cas très très émouvant. Revoyons cette très très jolie séquence avec Astrid Veillon. Julie, bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne. De qui êtes-vous fan? Astrid Veillon. Waouh. Depuis quand vous êtes fan d'Astrid? En fait, je veux d'abord préciser que je ne suis pas une fan au sens fanatique, quoi. Disons plutôt que je suis une admiratrice. Je l'ai rencontrée l'année dernière. C'était au Réveillon et j'allais dans ma famille. Et en fait, je l'ai juste croisée dans les escaliers. Et quand vous l'avez vue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air d'être heureuse et je crois que ça m'a... je me suis dit, mais arrête de te morfondre, la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Elle m'a redonné le goût de vivre, quoi. Avant, ça allait vraiment pas, quoi. J'étais stressée en permanence, j'étais pas bien dans ma tête et maintenant, ça va, quoi. Je prends plaisir à faire des choses qu'avant, je pouvais pas... Mais juste parce que vous l'avez vue heureuse ce soir-là? Oui, justement, oui. C'est peut-être étrange, mais c'est un feeling, je sais pas, c'est un déclic, quoi. Est-ce que vous avez essayé après de la recontacter puisque vous dites qu'elle a changé votre vie? Oui, en fait, je lui ai écrit, mais j'étais agréablement surprise parce qu'elle m'a répondu, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît en elle, maintenant que vous la connaissez un tout petit peu mieux? Oui, pas vraiment, parce que je lui ai jamais parlé, quoi. J'ai pas eu cette chance. mais en fait, ce que j'aime en elle, je sais pas, elle a un caractère, elle sait s'imposer. Objectivement, moi, je trouve que c'est une bonne actrice, quoi. Sincèrement, moi, je l'ai vue dans la... On se souvient de La femme du boulanger, bien sûr. Oui. Quel rôle? Non, mais elle vaut mieux que ça, quoi. Elle a une image qui lui colle et elle est pas comme ça. Enfin, moi, je crois en elle. Je suis sûre qu'elle est capable de jouer de grands rôles, de beaux rôles, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Merci. Tout simplement. Alors... Nous avions envie d'appeler Astrid Veillon pour lui demander de vous rencontrer aujourd'hui. Malheureusement, Astrid est en tournage sur un très très gros film, hein, et ça vous fera plaisir, je suppose. Elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle a tout de même souhaité vous adresser un petit message à vous, rien que pour vous. On va l'écouter et vous réagirez après à ce qu'elle vous a dit.
Salut Julie, pardon de pas être là, mais bon bah voilà quoi, tu vois j'ai des choses à faire. Tout d'abord je voulais te remercier pour ton soutien, pour ta gentillesse, et je suis ravie d'avoir pu t'aider et avoir amené un peu de soleil dans ta vie. Alors pour m'excuser de mon absence, j'ai donné une petite surprise à Evelyne, donc bonne surprise et puis peut-être un de ces jours. À bientôt, ciao ciao. Comment vous réagissez à ce message? Je suis émue, mais je suis déçue en même temps parce que, enfin, je sais pas, je pensais que c'était l'occasion de la voir, de lui parler. On a vraiment tout fait et Astrid était vraiment très très prise et on est extrêmement déçus. Et oui, mais ça ne... elle avait, comme elle a dit, des occupations et elle ne pouvait pas venir. En revanche, elle vous a donc adressé ce message et elle vous a donc... elle avait envie de vous faire un petit cadeau qu'elle m'a remis. Et pour découvrir ce petit cadeau qui, je pense, va vous faire certainement plaisir et pallier un petit peu au fait que vous ne l'ayez pas vu sur ce plateau, je vais vous demander de venir le découvrir dans notre placard magique. Mettez-vous là, Julie, je vous en prie. Et vous allez donc découvrir le cadeau que Astrid a tenu à vous faire personnellement aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. J'adore. Merci. Ça a été long, quand même, un peu. J'en pouvais plus. Comment ça va? Ça, moi, j'ai pleuré. Ça va, hein. C'est terrible, cette émission. Ouais. Allez. Allez. Voilà. On peut les applaudir très très fort. Alors, Julie, on n'est plus déçus? Ah non, non, là, c'est émouvant, je respire. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Pendant que vous étiez en train de parler d'Astrid, de votre rencontre avec elle, celle qui a changé votre vie, il faut quand même savoir qu'Astrid, c'est une petite souris qui me l'a dit, vous avez pleuré tout du long. Bah oui. J'étais en loge en train de te regarder et parler, et ça m'a beaucoup touchée, comme tes lettres, que je n'ai pas jetées, que j'ai là. Parce que... Je crois que maintenant, on peut le dire, il y avait des gens qui avaient demandé à venir et c'était pas pour les bonnes raisons. Donc, ils m'ont appelé pour savoir quels étaient les gens qui m'avaient touchée. Et comme j'ai la sale manie de garder tout le courrier de mes fans et que tu m'avais énormément touchée, donc j'ai demandé à ce qu'on te contacte et que tu sois là. Et ça me fait plaisir que tu sois là. Au tout début, où je recevais des lettres, j'avais envie de communiquer avec... Parce que je fais aussi ce métier, comme j'ai dit au début de l'émission, pour les gens. Et on m'a dit, surtout, ne rentre pas dans un courrier avec les fans, etc. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Et quand j'ai lu ces lettres, qui étaient vraiment un appel au secours, quoi, on sentait vraiment, comme la plupart des jeunes filles adolescentes qui ne savent pas où trouver leur place, où on en est, etc. On l'a tous plus ou moins vécu. Et c'était écrit tellement avec une sincérité et très bien écrit que je me suis dit, je ne veux pas que cette jeune fille fasse une connerie ou passe à côté des choses. Donc j'ai essayé de l'appeler une fois, elle n'était pas là, et puis on se croise maintenant. Et voilà, maintenant que vous êtes ensemble sur notre plateau. Est-ce que ça te dérange si je lis un poème de toi? Tu peux dire non? Non, mais ça ne me dérange pas. J'aimerais juste lire un poème. Voilà, elle m'a écrit un poème. C'était dans sa dernière lettre où elle s'excusait de me réécrire encore une fois. Il s'appelle « Hasard d'un soir ». Loin des nuits sans espérance, de jours sans lumière, loin des heures de souffrance où les rêves sont amers, tu as effacé les doutes où s'enfermait mon cœur, tu as remis sur ma route juste un peu de bonheur. Après les mots qui blessent, la guerre sans cesse, après les illusions, s'ouvre enfin ma prison. C'est dans mes cauchemars que je m'égare, mais c'est sur ta vie que je repars, sans peur ni au revoir. Et quand vient la nuit noire, les minutes, les heures où j'ai le cafard, ton image apaise mes peines, ton souvenir que mes pensées ramènent. J'ai combattu mon ardeur à vouloir condamner ce cœur. Grâce à toi, je réapprends la vie qui m'avait si souvent trahi. Marjorie, vous avez 23 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants et vous êtes actuellement en congé maternité. Oui. Quelle est l'émission qui vous a le plus étonné? Sur les dents insolites. Les dents insolites? Oui. Voilà. Racontez-nous ça. Oh, mais que vois-je? Oui, vous avez un joli sourire, oui, Marjorie, je comprends mieux. Voilà, montrez-nous un petit peu. En fait, j'ai 2 crocs et une dent en l'air, comme victorien.
Victoria qui était venue nous montrer ses crocs de vampire, en fait. Oui. Hein. Et Jérémy qui avait les dents du bonheur, il avait les dents écartées. Et donc, j'ai trouvé ces deux personnages super sympas parce qu'ils assumaient leurs dents. Comme vous? Oui. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés dans cette émission? Voilà. C'était la première fois que vous voyez des gens qui avaient des dents particulières comme les vôtres? Oui. Je pensais que j'étais toute seule, mais finalement, non. Eh bien non, ils étaient très nombreux sur le plateau. Et cette émission vous a marqué comme beaucoup d'autres téléspectateurs. Je vous propose de regarder cette émission très, très insolite. Allez donc vous asseoir sur notre joli fauteuil de dentiste. Jérémy, vous avez 17 ans. Oui. Vous êtes lycéen. Est-ce que vous voulez bien nous montrer vos dents? Vous avez perdu des dents? J'ai 4 dents qui n'ont jamais poussé. 4 dents qui n'ont jamais poussé? Et vous aviez des dents de lait, mais vous n'avez pas eu les dents d'après? J'ai pas eu de dents de lait du tout. Rien du tout? Rien du tout, ça n'a jamais poussé. C'est dingue ça. Comment est-ce que les gens réagissent quand vous leur montrez vos dents? Bah, souvent ils se moquent ou alors ils donnent des surnoms un peu genre, par exemple, je sais pas, au lycée par exemple, je suis lycéen, il y a un copain qui m'appelait Castor et pour plaisanter, j'ai poussé un peu la plaisanterie un peu plus loin et j'ai dit non, Monsieur Castor. Monsieur Castor, c'est votre surnom maintenant. Est-ce que ça vous pose des problèmes dans la vie de tous les jours pour manger? Aucun problème. Comment ça se passe avec votre petite amie? Ah très bien, d'ailleurs c'est elle qui m'a poussé à venir aujourd'hui. Pourquoi? Ben je sais pas, elle aime bien mes dents, elle aime bien comme je suis. Ben, on me dit souvent c'est les dents du bonheur. Alors vous voyez l'écart que j'ai? Là c'est... Imaginez... C'est le bonheur et l'éternité en prime. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup. Et quand vous... Il paraît que vous avez un truc spécial pour l'embrasser, c'est vrai? Ah, il y a des petits... Quand je lui demande un bisou, que je fais l'idiot, par exemple, je coince mes dents comme ça. Ouais. Voilà, je fais un peu l'idiot, genre, fais-moi un bisou. Et en général, ça la fait rire, ça la fait fuir? Oui, ça la fait rire, mais elle n'a pas trop envie de me faire de bisous dans ces conditions. Bonjour Victoria, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement? Oui. Est-ce qu'on peut voir vos dents? Mais vous avez des crocs? Ce sont vos dents? Ouais, c'est mes 2 canines qui sont passées au-dessus. Oui, je vois ça. Elles sont passées au-dessus des autres? Oh, c'est dingue ça! Et alors, vos dents de lait aussi, elles étaient comme ça? Non, j'avais des très petites dents de lait par contre. Des très petites? Et on m'avait dit que j'avais des grosses dents après. Le dentiste m'avait dit que j'allais avoir des grosses dents, donc il fallait faire attention à ce que les dents aient toute leur place. Vous êtes fiers de les montrer? Vous les appelez comment? Mes crocs. Vos crocs. Vous êtes fiers de les montrer? Oui. Et votre petite amie, elle réagit comment? Voilà. Catastrophe. Comment? Elle voudrait que je les enlève à tout prix. C'est vrai? Elle aime pas? Oui, non, elle aime pas du tout. Et pourquoi vous voulez les garder? Parce que je les aime bien, je m'en suis amusé, j'étais animateur au centre aéré, donc je faisais peur aux enfants avec. Ils devaient adorer ça. J'ai une particularité. Je retourne mes yeux en blanc et je montre mes crocs. Faites-le. Oh, encore, on n'a pas bien vu. Ah oui. C'est un truc de potage, les gosses, ils doivent adorer ça. Ah bah là, ils mangent tout. Les lentilles, les petits pois, les carottes, les champignons, tout passe. Et si votre petite amie, demain, elle vous dit c'est tes dents ou moi, qu'est-ce que vous faites? Je lui dirais, je peux pas choisir. Je suis né avec, elles sont naturelles, je vais les laisser naturelles. C'est vrai. Faut qu'elles les acceptent comme ça. Bonjour, comment c'est votre petit prénom? Anne-Laure. Alors Anne-Laure, ça fait mal? Oui, quand il l'embrasse, c'est vrai que des fois, il attrape la lèvre et puis ben... Non, c'est pas vrai. Si. Et alors vous aimez pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on dirait un vampire. Et puis qui me fait peur la nuit. Il s'amuse, dit que je l'énerve un petit peu, que je lui dis de faire quelque chose. Comment ça, il vous fait peur la nuit? Mais il s'amuse à faire ses yeux blancs comme ça. Et vous avez entendu, hein, il y tient dur comme fer. Hein. Ah oui, malheureusement, oui. Ça pourrait vraiment être un motif de dispute très très sérieuse, non? Non, pas du tout. Non, moi je l'aime comme il est, dents ou pas dents, c'est comme ça. Bonjour Michel. Aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous en prie. Michel, vous avez 63 ans, vous êtes marié et vous avez 2 enfants. Vous voulez bien nous montrer vos dents? Ouais, elles ont rien, vos dents. J'ai rien aux dents. J'ai Bon. tout aux cheveux, mais rien aux dents. Mais alors vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites sur notre fauteuil? Je fais de la musique sur mes dents. C'est pas vrai? Oui, exact. C'est quoi ça, de la musique sur vos dents? Dis donc, avec mes ongles, j'arrive à reproduire un son. Ouais.
mais il faut une petite musique d'accompagnement et il faut que le public soit... Oh, bah qu'à cela ne tienne. Calme complet. En revanche, il vous faut le silence le plus complet. Donc, je vais demander à notre public d'observer un silence religieux. Et nous allons écouter Michel et sa musique avec les dents. Par contre, je tiens à remercier toute la production. C'est super sympa. Oh, ben voilà. Voilà qui sera fait. Donc, Evelyne Thomas, évidemment. Allez, Michel, on vous écoute. J'attends la musique. Célibataire et graveur, et vous, le célibataire, il y a une émission qui vous a particulièrement ému. Quelle est cette émission? Alors, c'était l'émission Dis-moi oui sans savoir ce que je vais te demander. Et vous l'avez déjà fait? Dire oui sans savoir? Non, on ne me l'a jamais proposé. Ah, ben voilà, hein, les demoiselles qui regardent notre ami Simon. Et donc, c'était l'histoire de Valérie qui voulait emménager avec Nicolas, parce qu'il a 25 ans, il habitait toujours chez ses parents, donc on avait un peu marre. Et c'était très émouvant parce qu'on sentait qu'ils étaient très amoureux. C'était vraiment l'amour avec un grand A, quoi. Et c'était très important pour elle d'habiter avec son fiancé. C'était un départ dans la vie. Elle n'avait jamais vraiment osé lui demander comme ça. Et regardez, c'est vraiment une très très jolie séquence d'amour. Bonjour Valérie, quelle mignonnette. Asseyez-vous. Valérie, vous avez 25 ans. Oui. Vous vivez maritalement avec Nicolas. Oui. Depuis combien de temps? Depuis bientôt 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous pensez que votre compagnon va dire oui à ce que vous voulez lui demander, mais sans savoir? Il sait qu'avec moi, il faut s'attendre à tout, alors peut-être que j'espère qu'il dira oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à votre compagnon? Donc en fait, je vis avec lui depuis presque 2 ans, au-dessus de chez ses parents. Ah, vous vivez chez beau-papa et belle-maman? Voilà. Et donc j'aimerais vivre... Bah oui, ça arrive à 25 ans aussi. Et donc en fait, je voudrais qu'on prenne notre indépendance pour vivre tous les deux. Si vous nous demandez ça, c'est que... Je crois comprendre qu'il n'en a pas vraiment envie. Si, il partage l'idée, mais c'est jamais le moment. Pourquoi c'est très important pour vous, cette demande? Parce que je l'aime. Oh. Vous l'aimez très fort. Ah, oui. C'est l'homme de votre vie. Oh, je suis désolée, pardon. C'est rien. Est-ce que vous pensez que quand vous allez le lui demander, est-ce que vous pensez qu'il va dire oui? Oui. Oui. Cette fois, qu'il ne trouvera plus un prétexte pour rester chez papa et maman. Merci. Non, je pense qu'il va être sacrément surpris, mais oui, s'il m'aime, oui. S'il vous aime, il doit le faire. Ah oui, oui. Bon. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir à l'émission? Je lui ai parlé de la moto. Oui. C'est un motard, donc je lui ai dit qu'il rencontrerait Olivier Jacques. Oui. Que... Il va pas être déçu? Non, c'est gentil pour moi. Mais non, voilà, donc la moto. Bon, séchez vos larmes, parce que si on parle de moto en pleurant, il va se douter de quelque chose. Oui. Alors, vous restez avec nous. Oui. Et nous allons accueillir donc votre compagnon. Il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Un bisou.
Asseyez-vous, asseyez-vous. Nicolas, vous avez 27 ans, vous êtes plombier chauffagiste. Oh, dites donc, on était en train de parler avec votre copine. On était morte de rire. Elle en pleurait de joie. Oh, qu'est-ce qu'elle aime la moto. C'est vrai, vous êtes un fou de moto? Oui. Oh là là, c'est bien ça. Vous avez bien fait de venir à C'est mon choix. J'ai bien fait de venir. Parce que là, je crois qu'on va vous prendre de vitesse, mais grave là sur le chrono. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la moto, Nicolas? Bah, qu'il y a longtemps que j'ai pas touché un guidon, en fait. Que vous avez... Attendez, je vous Que en je n'ai pas touché un guidon. Ah bon? Moi non plus. Après à peu près 3-4 ans. Et bon, j'aimerais m'y remettre un de ces 4, quoi. Mais faute de temps. Eh oui, faute de temps, bien sûr, la vie passe. Et la vie passe et puis... Les passions s'effacent. Hein. Entre... Vous avez vu un peu? Non, s'efface pas. Non. Dites-moi, Nicolas, entre la moto et... Oh, je sais que c'est un peu bête comme question, mais enfin, il faut la poser. Entre la moto et votre petite amie, qui vous préférez? La petite amie. Ah oui. Oui. Si j'ai dit question un peu bête, c'est que j'avais une petite idée derrière la tête. Aujourd'hui, sur le plateau de C'est mon choix, vous allez pouvoir lui prouver qu'elle est beaucoup plus importante que la moto. Nicolas. Je m'attends pire. Comment ça? Je m'attends pire. Oh, avec la moto, jamais. Que du bonheur. Vraiment, que du bonheur. Sur le plateau de C'est mon choix, il n'y a que du bonheur. Que du bonheur. Nicolas, en fait, si vous êtes là, c'est pas pour parler moto. Oui. Vous en êtes un peu douté. Oui. En fait, votre compagne a quelque chose à vous demander. Et ça l'a fait rire. Valérie, c'est à vous, je crois. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors si tu m'aimes, tu dois me dire oui sans savoir de quoi il retourne. D'accord. Attendez, vous dites d'accord, mais d'accord, ça vaut pas oui. Et avant de dire oui ou non, parce que quand même, je trouve qu'un jeune homme, malgré votre jeune âge, vous vous engagez un petit peu vite quand même. Hein. Parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Non. Vous dites oui comme ça. Hein, bon. Mais nous, oui, on sait. Et le public de C'est mon choix aussi. Madame, vous à la place de Nicolas, vous qui savez de quoi il s'agit, est-ce que vous diriez oui? Je pense qu'il doit dire oui. Ah! Vous, jeune homme, si vous étiez à la place de Nicolas, vous avez quel âge? 25 ans. Un petit peu plus jeune, vous diriez oui? Bah, je sais pas, moi j'hésiterais parce que c'est une sacrée décision. Ah! Bonjour. Moi, Vous diriez quoi, vous? Moi, je dirais oui, moi, franchement. Ah, c'est bien! Vous avez vu que quand même, parmi ces messieurs, la dame, on comprend un peu. Hein. Elle voudrait bien que ce soit oui, vous savez comment sont les femmes. Par contre, le jeune homme, il hésitait un peu. Moi, je me méfierais à votre place. Enfin bon. Vous voulez dire oui quand même? Vous pouvez dire non. Et oui sans savoir. Je dis oui. Ah! Alors vous dites oui, mais vous ne savez pas pourquoi. Dans quelques instants, vous allez connaître le motif de la demande de votre compagne, qui était morte de rire et qui maintenant pleure. Vous allez pouvoir réfléchir dans quelques instants, quand vous connaîtrez le motif de cette demande, réfléchir en votre âme et conscience. Si vous redites oui, encore une fois, vous serez derrière cette porte. Si vous dites non, vous serez en coulisses, vous y resterez, et vous devrez vous expliquer devant Valérie et devant le public de C'est mon choix. Bien sûr, et les téléspectateurs. Mais enfin, pour l'instant, vous ne dites ni oui ni non. Vous allez écouter la véritable demande de votre compagne. On y va, Valérie? Oui. Allez. Ça va? Ça va. Il est temps pour nous qu'on prenne notre envol, j'estime, et j'aimerais qu'on vive tous les deux, rien que tous les deux, pour s'unir et fonder notre famille. Voilà. Ah! Quelle demande! Ça va mieux, Valérie? Oui. Bon, eh bien, vous allez aller réfléchir dans les coulisses et vous reviendrez, peut-être, pour nous dire oui, ou vous resterez dans les coulisses pour dire non. Allez-y, je vous en prie.
Valérie, vous désiriez que votre compagnon Nicolas s'engage enfin à quitter ses parents, chez lesquels vous vivez tous les deux depuis 2 ans, à votre âge, 25 ans, pour prendre enfin un appartement ensemble, tous les deux en amoureux. Est-ce que vous pensez qu'il a accepté? Je sais qu'ils partagent le souhait, mais à chaque fois, c'est jamais le moment. Donc là, peut-être que... Peut-être que c'est le moment. Ouais, pour moi, ouais. S'il a dit oui, Nicolas, il sera derrière cette porte. Ouais. S'il a dit non, il sera en coulisses. On y va? Oh, elle pleure encore. Non, mais non, c'est une vraie fontaine, notre Valérie. Allez, venez là. Alors, si votre amoureux est derrière cette porte, c'est que c'est bon pour le petit nid. Je rappelle que s'il s'est engagé derrière cette porte, c'est que non seulement c'est oui pour l'appartement, et qu'en plus il a signé les papiers selon lesquels il s'engage à chercher et à trouver l'appartement. Et je vous prie de croire qu'on vérifiera. Et si jamais il ne le trouve pas, on le rattrape et on le refait venir en plateau et ça va barder. Hein, au nom de toute l'équipe. Et s'il a dit non, bah, c'est qu'il n'est pas là. Grave, je l'aime. Hein. Et que vous continuerez à vivre chez beau papa et belle maman, qui doivent être charmants d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais et qu'on salue. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. On y va? Oui. Vous pensez qu'il y est? Oui. Vous avez en tout cas beaucoup d'espoir. Ah bah oui. Parce que c'est important pour vous. Et s'il n'y était pas? Bah de toute façon, pour moi c'est le moment, donc j'attendrai peut-être. Enfin, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je crois qu'on a été patient et là que c'est le moment, je pense. Là maintenant c'est bon. Ouais. On ouvre cette porte. Ouverture. Bernard, vous avez 56 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes actuellement en pré-retraite. Et alors vous, il y a un invité, plutôt une invitée, qui vous a particulièrement étonné. Oui, c'était la baronne Brandstetter. Ah, la baronne Brandstetter. Qui était dans le cadre de Être riche, quel enfer. Et cette baronne disait qu'après tout, si elle avait été comme Madame Tout-le-Monde, ça aurait été beaucoup mieux parce qu'elle avait des appartements à Miami, à New York, à Monaco. Et quand elle allait comme ça à l'improviste, sa vie était très difficile. Voilà, dans ses appartements, elle retrouvait des gens dans son lit, on lui piquait sa culotte, ses soutiens-gorge. Porter les valises, c'était infernal. Vous allez voir, elle est vraiment formidable. Regardez la baronne. Baronne, bonjour. Toujours aussi élégante. Alors dites-moi, en quoi être riche, c'est vraiment un enfer? Il y a des moments où ça devient très désagréable, c'est-à-dire... Quels sont ces moments? Quelquefois, vous êtes beaucoup en voyage. Vous devez faire toujours des valises, aller attraper un avion. C'est très stressant de planer tout ça, d'avoir tant de vêtements à emporter là. Pour le froid, je vais maintenant skier. Bon, je vais avoir 3-4 valises pleines d'anoraks, des trucs pour le ski. Après, il faut faire un peu de gymnastique après, pour le patinage. Ça continue. Et puis voilà, tout d'un coup, on a là 3 valises sur le dos. Et puis... Et ça, c'est terrible? Ah oui, pour moi, c'est le pire. J'aimerais partir avec un sac. Et puis mais voilà, vous pouvez ça, c'est magnifique. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, mais il vous manque tout le temps des trucs. Après, il faut acheter. C'est nouveau, le stress. Alors, il faut mieux emporter. Vous avez plusieurs maisons de par le monde. Effectivement. Ça aussi, c'est désagréable à gérer, toutes ces maisons? Oui, évidemment. Ça, à Miami, j'ai une maison. À New York, j'ai une maison. À Monte Carlo, j'habite dans le grand hôtel. Qu'on met tout de même, il y a les concierges, il y a les femmes de chambre, il y a tout ça. Mais tout de même, vous devez, maintenant je suis en train de déménager, donc ça fait 8 jours, j'ai rempli les valises, les caisses, des choses, voilà. Alors, c'est du travail, c'est du stress, j'ai mal au dos, je me mets par terre, il y a quelqu'un qui me marche dessus, alors... Contre le dos?
Et toutes ces maisons que vous avez à l'étranger, comment vous faites pour les gérer? Ça aussi, c'est désagréable à faire? Vous les laissez à quelqu'un en qui vous avez confiance? Non, non, confiance en personne. Alors là, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Baronne, avec vos maisons? Comment vous les avez retrouvées quelquefois? Ah ben voilà, à Miami, j'ai trouvé une fois, je rentre là, tout le monde était dans mon lit en train de regarder la télévision. Puis à Monte Carlo, il y avait les armoires tout d'un coup ouvertes. Je ne comprenais pas, je l'avais fermé quand je suis partie. Un jour en Afrique, il y a un poulet qui vient vers moi quand j'ai ouvert le frigo. Un vrai poulet? Il y a des choses étranges qui vous arrivent. Vous avez beaucoup de domestiques, Marianne Branchetter? Vous avez beaucoup? À Miami, il me faut tout de même 2, 3. Et puis à New York, c'est dans l'immeuble, il y a quelqu'un. On peut appeler tout jour et nuit pour avoir quelqu'un dans l'immeuble. Vous leur faites confiance à tous ces domestiques qui travaillent pour vous? Absolument pas, aucune. Non. Pourquoi? Non, parce qu'il me manque toujours quelque chose. Alors voilà, ils vous piquent les collants, ils vous piquent le soutien-gorge. Après, vous avez seulement le slip ou vous avez seulement le soutien-gorge et plus le slip. Ça dépend les tailles de quelques-uns. Parce que quelques-uns ont des gros seins, alors ils prennent les miennes. S'ils ont des tout petites seins, ils prennent seulement les slips. Ça dépend. Là, aujourd'hui, Baronne, vous gérez votre fortune. C'est un vrai travail de gérer votre fortune? C'est vraiment un travail. C'est vrai, je dois dire tout le temps, je suis au téléphone jusqu'à 2-3 heures du matin avec l'Amérique parce que quand chez nous on dort, là-bas ça commence. Et puis les avocats, et puis les assurances, et puis il faut voir tout le temps vos comptes quand vous ne volez pas. Vous n'êtes jamais dans le rouge, Baronne? Pardon? Vous n'êtes jamais dans le rouge? Dans les chiffres rouges? Non, j'aime mieux le rouge comme ça. Mais pas sur le compte en banque. David, bonjour Evelyne. Vous avez 27 ans. Pardon? Enchanté de vous rencontrer. Oh, mais pas tant que moi. Oh. Vous vivez maritalement, vous êtes sapeur-pompier volontaire. Tout à fait. Et le pompier que vous êtes a été ému par très ému par sur le sujet de la qui avait une sclérose en plaques, c'est ça? Oui, donc moi, c'était Céline et Marie-Cécile, si je me souviens bien. Hein. Marie-Christine. Marie-Christine, oui, excusez-moi. Et éventuellement, j'ai vraiment trouvé, c'est même plus que de l'amour entre la mère et la fille, parce que c'est quelque chose, j'arrive pas à l'expliquer, j'en suis ému. La maman qui était atteinte d'une sclérose en plaques et qui était venue dire merci à sa fille qui s'occupait d'elle. Oui. Et moi, ce que j'ai à rajouter éventuellement, c'est que je ne comprends pas que des personnes valides puissent se moquer des personnes handicapées. Une sclérose en plaques, c'est honteux pour moi. Eh bien, je vous propose de regarder cette séquence très, très émouvante entre une maman qui vient dire tout simplement merci à sa fille. Marie-Christine, bonjour. Bonjour vous Evelyne. Avez 41 ans, vous êtes mariée. 41 ans, je suis mariée. Vous avez 2 enfants, dont Céline. Oui. De quoi souffrez-vous? Je souffre depuis 17 ans d'une sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous êtes venue dire aujourd'hui à votre fille? Je suis venue dire que les gens se moquaient beaucoup de nous parce qu'on est dans un fauteuil roulant et c'est pas nous qui l'a cherché. Hein? Donc, merci. Merci, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup. Au début de la maladie, une journée, on n'avait qu'une béquille. Le lendemain, on n'en a pas. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne tient pas beaucoup debout. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de force. Les gens nous bousculent quand ils nous voient. Ils nous disent « Qu'est-ce qu'elle a encore bu, celle-ci? Elle est encore saoule. » On se retourne et c'est pas vrai. Donc, j'ai ma fille, Céline, qui vient aujourd'hui témoigner avec moi. Parce qu'elle est vraiment découragée, qu'on nous reçoit très, Elle est découragée. Comment elle vit le regard des autres? Le regard des autres, elle le vit méchamment. Parce que quand on va faire les courses, qu'on est dans le fauteuil, les gens nous disent « Cet handicapé-là, il doit rester à sa maison, il n'a pas à sortir. » Et je peux vous dire que c'est vrai, c'est vrai. Il faut être handicapé pour le savoir.
Pourquoi c'est si important pour vous aujourd'hui de dire merci à votre fille? Je remercie beaucoup ma fille parce que Céline, elle avait 4 ans quand j'ai eu la sclérose en plaques. Elle n'a jamais pu jouer à la poupée. Donc ça m'a fait très mal au cœur. Pourquoi elle ne pouvait pas jouer à la poupée? Parce qu'à 4 ans, elle a commencé à faire le ménage. Et je peux vous dire que c'est vrai. Parce que c'est une maladie évolutive. Hein. C'est une maladie évolutive. On peut être debout et le mois d'après, on n'est plus debout. Il y a 15 jours, je pouvais encore faire quelques pas. Là, je n'en peux plus. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, votre fille? Le matin, elle me lave. Elle m'adore beaucoup. Je veux... Votre fille, elle a 21 ans. Elle a 21 ans, elle a commencé tôt à vous aider. Vous avez le sentiment qu'elle a un peu sacrifié son adolescence, son enfance pour vous? Oui, elle a beaucoup. Elle a beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a vécu avec moi en étant handicapée, mais elle a continué ses études en s'occupant de ce qui était médical. Donc ça, je lui donne beaucoup de courage. Comment est-ce que votre fille vit votre handicap au quotidien? Ce que je peux vous dire, c'est que elle a monté un ménage, elle vient d'avoir un petit garçon, elle habite à 80 km de chez moi, elle est partie, et tous les jours, elle me téléphone, parce qu'elle croit que comme elle est partie en décembre 2001, que la maladie s'est aggravée de sa faute. Mais je lui dis non, non. On est tous comme ça, la maladie est calme et elle s'aggrave après. Donc, là, ce que je peux dire sur Céline. Qu'est-ce qu'elle représente, votre fille, pour vous? Beaucoup d'amour, et je l'aime, et je l'adore. Vous avez l'air d'avoir un moral d'acier, et en plus, vous avez la pêche. Hein. Vous savez, Evelyne, ça fait 17 ans que j'ai cette maladie-là, et je me bats. Et je me battrai encore et encore. Et vous vous battez pour votre fille aussi, je suppose. Et je me bats pour ma fille. Alors on va l'accueillir justement. Je vous propose d'accueillir Céline. Ah, bisous. Bonjour Céline. Céline, comment est-ce que vous vivez la maladie de votre maman? Moi, je la vis bien, mais c'est les regards et les moqueries des autres personnes que c'est quoi les regards et les moqueries que vous acceptez pas? Quand elle est en fauteuil, si elle devrait rester chez elle, elle nous fait chier. Ça vous met en colère ou ça vous attriste? Ça m'attriste et ça me met en colère. C'est de la haine, de la douleur, tout. Comment vous expliquez que les gens soient si moqueurs et voire même méchants envers votre maman? Parce que c'est des imbéciles. Comment est-ce que vous avez vécu la maladie de votre maman? Comment est-ce que vous avez vécu la maladie de votre maman? Moi, j'ai toujours bien vécu, mais c'est le regard et la méchanceté des gens que j'avais. C'était pas trop dur d'être toujours aux côtés de votre maman, de vous occuper d'elle, de la maison aussi? Non, c'est normal, on n'a qu'une mère, il faut l'aider. Si je vous dis que votre maman a quelque chose à vous dire aujourd'hui? Je propose d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Céline, tu avais 4 ans lorsque je suis tombée malade. Notre vie a changé. Tu étais alors une petite fille. Tu n'as pas profité de ton enfance, car tu as commencé à m'aider et à t'occuper de ton frère, qui avait 1 an. Plus tu grandissais, plus je t'aimais, même si tous les deux, on a eu des hauts et des bas. Tu as quitté la maison, en compagnie de ton ami et ton fils Dylan. Aujourd'hui, tu vis à 80 km de chez moi, mais tous les jours tu me téléphones. Tu te sens coupable, tu crois que ma maladie s'aggrave à cause de ton absence. Mais tu sais, Céline, tu as déjà tellement fait pour moi. Tu m'as offert le bonheur d'être grand-mère. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma santé, c'est ce qu'elle est, et tu n'y es pour rien. Je veux que tu penses à toi et que tu réussisses ton mariage et que vous soyez heureux et amoureux, comme nous le sommes avec ton papa.
Merci Céline, ne sache que je t'aime de tout mon cœur.